Bonjour et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans Agir pour l'environnement, qui, faut-il le rappeler, la seule émission de l'océan Indien entièrement consacrée à la préservation de l'environnement de Mayotte, nous allons parler de nos déchets, parce qu'effectivement, ils sont nombreux à être dans le lagon. Alors, comment protéger le lagon de nos déchets? Vaste question, et on va essayer d'y répondre. Et puis, on va faire même mieux que ça. On va essayer de changer quelques-uns de nos comportements. Agir pour l'environnement au quotidien, moi j'y crois. Alors pour tenter de devenir des acteurs avisés de la protection de l'environnement, on a sur le plateau ce matin Johan Doucet, qui est ingénieur responsable du pôle ingénierie au parc naturel marin de Mayotte. Bonjour. Bonjour. On a également Chanour Kassam, qui est DGS du CIDEVAM 976. Bonjour. Bonjour Anne. Et puis on a également Issad Mohamed, qui est directeur de la propreté urbaine et du développement durable de la très belle ville de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous poser une question pour laquelle on a à peu près tous la réponse, mais c'est bien si c'est vous qui le dites. Est-ce que, Johan, il y a beaucoup de déchets dans le lagon ? Alors dans le lagon, c'est difficile à dire parce que le lagon est très très vaste. On a des déchets en surface qu'on voit tous quand on sort en bateau. Même quand on prend la barge. Même quand on prend la barge, tout à fait. Ça va dépendre beaucoup des endroits, puisque tout ça, en fait, c'est régi un peu aussi par les courants, même s'ils sont assez faibles, finalement, dans le lagon. Après, on a les déchets qui vont être sous-marins, qui vont couler directement, voilà, des métaux, par exemple, ce genre de choses. Donc là, ça devient très compliqué de les voir, mais quand on va faire le masque tuba ou de la plongée, et ben de temps à autre, en effet, oui, on croise un sac plastique qui est enchevêtré dans un corail, un filet, des canettes, voilà. Donc c'est très difficile de quantifier, de dire s'il y en a beaucoup ou non. Je dirais que là où on s'en rend le plus compte, c'est finalement sur les plages, oui. Puisqu'on a quand même de gros phénomènes de marée à Mayotte. Et en fait, ces déchets, donc les courants, sont systématiquement ramenés sur les plages. Et souvent même, en fait, ils sont ramenés sur les plages sous forme très petite. C'est-à-dire que des déchets qui, à la base, ont été abandonnés dans le milieu marin ou sur les plages qui ont été pris par la mer, se sont dégradés en tout petits morceaux. Et reviennent. Et on voit par moments sur les plages, sur ce qu'on appelle la laisse de mer, là où jusqu'où l'eau vient, on voit des tout petits fragments de couleurs. Voilà, ce sont les déchets plastiques qui se sont fragmentés. Et donc ça témoigne du potentiel de déchets qu'il peut y avoir dans le lagon. Chanour, est-ce qu'à Mayotte, les habitants de l'île produisent plus de déchets que les autres habitants de la France? Parce qu'objectivement, on en voit quand même beaucoup. Alors contrairement à ce qu'on peut voir sur le terrain, en vérité, les Maoris produisent beaucoup moins de déchets qu'un Français moyen. Un Français moyen, c'est à peu près 350 kilos de déchets par an, alors que de déchets ménagers issus du foyer, alors qu'à Mayotte, c'est à peu près un tiers. Ah oui. Alors, comment on ça se fait? l'explique? Alors, comment on l'explique? Sans doute au regard du pouvoir d'achat, du produit intérieur brut mahorais, qui est largement inférieur à celui du reste du pays, oui, bien sûr. Reste du pays, effectivement, et puisque effectivement le pouvoir d'achat conditionne la quantité de déchets qu'on a dans son foyer. Donc en gros, j'achète tant de produits. Si j'achète beaucoup moins de produits qu'un Français moyen, parce que j'ai moins de revenus, forcément je produis moins de déchets. Alors il y a une question qu'on se pose tous et pour lequel on a peu de réponses. Alors on croit des trucs. Et je dis volontairement des trucs parce que je crois qu'on croit plein de choses pas vraies. Qui fait quoi à Mayotte dans le domaine de la gestion des déchets? Qui a la responsabilité de quoi? Issad. C'est une très bonne question, on va dire, par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, il y a un grand opérateur ici, donc Chanour, qui est le DGS, qui est le CIDEVAM, dont eux, ils ont la compétence traitement, en tout cas au niveau de du secteur de la CADEMA et de tout Mayotte. Et au niveau du CIDEVAM, ils ont aussi la partie collecte aussi.
mais pas pour Mamoudzou voilà, ni pas pour Dembéni. Mamoudzou et Dembéni, voilà. Parce que ça, Donc, c'est en vous qui gros, faites vous-même. Effectivement, ouais. Mais pardonnez-moi, c'est quand même bien confus, parce que vous, au Parc naturel marin, à un moment donné, vous aviez participé au financement ou à l'installation et au début d'exploitation de filets sur certaines rivières ou caniveaux pour retenir les déchets. Alors, vous avez aussi des responsabilités ? Alors, en soi, non. Le parc naturel marin n'a vraiment pas pour vocation de gérer les déchets. En fait, en réalité, en France, la compétence de collecte des déchets revient aux collectivités, au sens large. Voilà. Après, aux collectivités de s'organiser avec les syndicats, avec des prestataires privés ou autres, d'organiser cette collecte des déchets, qu'elle soit en point de collecte en milieu urbain ou encore dans le milieu naturel. Donc le parc naturel marin, nous, on est là pour suivre les écosystèmes, faire des constats quelque part, et puis malheureusement, on est un petit peu le compartiment de fin. Donc nous, voilà, on constate. Et en effet, il y a eu un projet, une initiative qui a été lancée, puisqu'une de nos vocations quand même, c'est d'essayer d'impulser une dynamique, on va dire, de protection et de développement durable qui soit pris en charge par les acteurs du territoire à Mayotte. Et en l'occurrence, voilà, donc après le Covid, grâce à des financements de l'Europe, de France Relance et donc de l'OFB, Office français de la biodiversité, donc le parc naturel marin a proposé aux collectivités qui étaient volontaires l'installation de filets aux exutoires, donc en sortie des rivières qui donnent directement dans le lagon, pour tenter de récupérer tout ou partie des déchets qui ruissellent et qui sont déposés bien en amont dans la nature. Alors, c'est quoi alors, du coup, le problème avec nos déchets chez nous ? Parce qu'on le voit sur les images, les quantités sont vraiment impressionnantes. On voit aussi qu'il y a du matériel pour commencer à essayer de réduire les tonnages. Et d'abord, est-ce qu'il y a un problème ? Et c'est lequel ? Je confirme effectivement qu'on a un problème en matière de gestion de déchets en général sur le territoire. Peut-être rebondir d'abord sur la question précédente, effectivement la question des responsabilités et du rôle des collectivités, et ensuite progressivement introduire ces éléments de problématique que l'on rencontre malgré tout sur le territoire. Alors en vérité, en matière de déchets, il y en a beaucoup d'acteurs. On a beaucoup d'acteurs et c'est pour ça que ça emporte parfois la confusion au sein même des professionnels que nous sommes. J'ai tendance à penser que effectivement la question des déchets, c'est tout le monde est concerné. Du producteur, que ce soit le distributeur, l'entreprise qui produit et qui vend aussi des produits aux usagers, aux consommateurs, le consommateur et ensuite les collectivités qui sont en charge effectivement de récupérer les déchets et les acheminer vers les centres dédiés pour le traitement. Néanmoins, pour faire simple, nous au CIDEVAM, on a tendance à considérer que le chef de file, le référent dans les territoires, c'est d'abord le maire. Parce que le maire est en charge effectivement de la propreté, de la salubrité urbaine. Ça veut dire que le balayage des rues, le nettoyage autour des points de collecte, c'est son job. Totalement. Après, effectivement, il y a des questions de frontières et de limites d'intervention des autres acteurs, et j'y viens. Mais effectivement, le maire est d'abord celui qui est sur le front, et c'est celui qui, face à la population, est le plus visible et le personnage et qui dit que c'est vous qui ne faites pas votre travail. Entre autres. Et effectivement, on a des sujets de tension avec les collectivités, et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi on en arrive parfois à ce genre de situation sur le terrain. Mais disons effectivement que le maire a deux leviers d'action. En matière de déchets, parfois il faut effectivement avoir une approche préventive, donc éviter d'avoir des situations compliquées à gérer sur le terrain, donc des déchets, des dépôts sauvages, des déchets qu'on ne met pas dans le bac, etc. Et parfois, il faut aussi une approche curative, donc il faut enlever des dépôts sauvages. Et quand le système fonctionne bien, quand l'usager met le déchet dans la bonne poubelle, dans le bon bac, etc., parce que là aussi on a une multitude de solutions. On a des bornes tri, des bacs poubelles, etc. etc. Donc le maire est en charge un petit peu de s'assurer qu'on a les solutions. Alors comment il fait ? En fait, il a plein d'acteurs autour de lui qu'il a contribué parfois à mettre en place et qu'il est censé faire vivre. Alors déjà, je parle de prévention, mais il y a aussi la répression. Et ça aussi, c'est le maire, la police du maire. La police municipale a une action directe aussi pour essayer de corriger les actions. J'insiste pour dire que les actions de sensibilisation ne suffisent pas, en général, pour indiquer les bons gestes aux usagers. Il faut très souvent brandir aussi le bâton
pour expliquer que oui, on vous invite à aller plutôt dans ce sens-là, mais si vous ne le faites pas, attention, il y a un risque. Et c'est sanctionné, et c'est rappelé dans le Code de l'environnement. Derrière le maire, nous avons les intercommunalités qui, elles, par la loi depuis 2018, ont récupéré la compétence collecte et traitement de déchets. Néanmoins, à Mayotte, depuis les années 90 et encore plus en 2014 avec la fusion des syndicats, nous avons effectivement ces syndicats, ces structures que les mairies, accompagnées par l'État, ont créées. Donc, dans les années 90, les syndicats que des communes, il y en avait un peu partout dans l'île, il y en avait 4 à peu près. Et ensuite, une fusion en 2014 qui a créé le CIDEVAM, qui est effectivement l'opérateur de référence, qui est un peu le monsieur propre de Mayotte. En tout cas, on a tendance à le simplifier comme ça. Et que tout ce qui est relation avec déchets, on a tendance à effectivement renvoyer vers le CIDEVAM. Et c'est un raccourci que malheureusement tout le monde emprunte, y compris le maire, qui parfois oublie qu'il a une responsabilité directe en matière de déchets. Et c'est pour ça que parfois on a des incompréhensions sur le terrain et même dans le discours politique, parce qu'en vérité, que ce soit la mairie, l'interco, qui a aussi une action spécifique, et là tout à l'heure on parlait de lagon, on parle aussi de la frontière entre la terre et la mer, qui est la mangrove, oui. Et la mangrove est un périmètre directement sous la responsabilité des intercos. C'est une compétence qu'on appelle chez MAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention de l'inondation. Et effectivement, c'est une compétence toute récente, 2018 également. Voilà, nous sommes là en renfort et en vérité, pour finir un peu là-dessus, le CIDEVAM, il est en charge de collecter les déchets en porte-à-porte, c'est-à-dire avec des bacs poubelles, etc. Quand le système fonctionne bien, et il est moins coûteux d'ailleurs, parce que le CIDEVAM a en régie, donc au sein de sa propre organisation, des camions poubelles, des équipes qui sont mobilisées pour récupérer les bacs poubelles et les mettre dans les centres. C'est quoi les conséquences des déchets dans la mangrove, les conséquences des déchets au milieu du lagon? Vous preniez l'exemple tout à l'heure, Johan, d'un sac plastique qui flotte. C'est quoi les conséquences pour la nature? Parce qu'on pourrait se dire, bon, on s'en fiche. Comme je l'ai dit, en fait, les déchets sont des déchets, une pollution qu'on considère comme artificielle. Et en fait, la plus grosse conséquence, en fait, c'est le fait d'introduire des composants chimiques qui sont extérieurs à ces environnements-là, dans l'environnement marin en l'occurrence. Donc on fait manger du plastique à des poissons, par exemple? Alors ça peut passer par la chaîne alimentaire, en effet, on peut faire manger des plastiques. D'ailleurs, in fine, nous, on mange des poissons, donc potentiellement on mange ces plastiques aussi dans nos assiettes, il faut le savoir. Bien sûr. Mais au-delà de ça, en fait, un déchet dans l'environnement marin peut aussi être une source d'enchevêtrement, par exemple pour des grands mammifères ou pour les tortues. Les tortues qui mangent les sacs plastiques parce qu'elles les confondent avec de la nourriture, par exemple, ça peut être dramatique pour elles. Certaines tortues qui se nourrissent en effet de méduses et qui peuvent confondre, ou des fois par simple curiosité, vont venir essayer de manger et puis réussir à le manger et finalement en mourir. Donc bon voilà, mais ça quelque part, à côté de la perturbation, on va dire, chimique que cela implique, c'est des choses qui nous choquent, mais qui restent aussi un peu anecdotiques, quoi. Malheureusement, c'est une telle pollution. Tout à l'heure, je parlais des microplastiques, par exemple. Donc, c'est cette pollution qui diffuse et qu'on ne voit même plus en fait de l'environnement marin. Elle s'introduit de partout dans les organismes. Alors, je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde Andrian Toualibo, qui est le directeur d'exploitation d'Enso Technique Recyclage et qui nous parle justement de ce que vous expliquez tous les deux, mais chacun de votre point de vue, c'est-à-dire cette surproduction de déchets et quelquefois cette difficulté à pouvoir les orienter dans le bon canal, ce qui les laisse en fait sur le trottoir et donc ils finissent sur le lagon. Écoutez-le. Ici, on est sur un site d'exploitation des D3E, ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, ces déchets-là proviennent principalement des ménages. Donc là, on a les machines à laver, les frigos, les gazinières. Et on a des déchets qui proviennent des entreprises industrielles. Donc là, on a des antennes relais, des grosses photocopieuses, pas mal d'éléments qui proviennent d'entreprises et notamment des dégâts issus du cyclone Chido. Donc tous les déchets, toutes les machines qui ont subi des dégâts suite au cyclone Chido, se retrouvent ici. Alors nous on sépare sur 4 flux. On a ce qu'on appelle tout ce qui est machines, tout ce qui est éléments gros froids, donc qui produisent du froid, donc les clims, les frigos, et on a tout ce qui produit pas de froid, principalement les machines à laver, les ballons d'eau chaude, les gazinières. On a ce qu'on appelle les petits appareils ménagers et enfin on a les écrans.
Donc ces déchets sont séparés en 4 flux pour être chargés dans des conteneurs comme celui qui est derrière moi et qui vont être expédiés à La Réunion. Alors avant même le cyclone, il y a déjà une grosse production de déchets électroménagers. Mais j'avoue qu'après le cyclone, le volume est d'autant plus important parce que il y a eu beaucoup de dégâts aussi bien chez des particuliers qu'au niveau des entreprises. Donc nous mettons les moyens nécessaires justement pour récupérer tout ce flux-là, pour pas qu'il se retrouve dans la nature et pour pas qu'il traîne dans la nature parce qu'on connaît l'impact de ces déchets-là dans la nature. Issad, que fait une ville urbaine ultra dense comme Mamoudzou face à cette problématique décrite, les machines à laver et autres électroménagers qui parfois se retrouvent, je dis juste parfois, se retrouvent sur le bord du trottoir de Mamoudzou dans les quartiers et qui peuvent parfois attirer d'autres déchets parce qu'ils ont été oubliés volontairement évidemment là. Donc, comme l'a rappelé l'émission là, avec Adrien de Enzo, effectivement, après Chido, on constate qu'il y a pas mal, où il y a eu pas mal de déchets, des 2-3 œufs qui ont été abandonnés, ou tout ce qui est monstre de tout genre qu'on retrouve régulièrement sur les bords des routes. Nous, on se dit que on aura pratiquement plusieurs mois où on sera confronté donc à des sorties d'encombrants. Mais ça a toujours été, c'est pas que lié à Chido. Depuis des années, on fait des opérations un peu coup de poing de méga nettoyage, méga ramassage. C'est à peine terminé que paf, ça se reconstitue. Comment on explique ça? Nous, on l'explique parce qu'effectivement, en fait, on en a parlé dernièrement d'ailleurs, on rigolait un peu parce que en fait, il y a eu, on sait que dans les foyers, lorsqu'on a une machine à laver qui fonctionne ou qui fonctionne pas, lorsqu'il y a une machine à laver qui fonctionne pas, déjà, je pense que l'individu ou les usagers ne savent pas que, par exemple, ils ont la possibilité, lorsqu'ils achètent une machine à laver, en fait, de se faire récupérer par le professionnel ou le vendeur qui l'a livré. Donc ça, ce qu'on appelle le 1 pour 1, ça, ils ne connaissent pas trop. Donc des fois, il y en a qui gardent une machine à laver chez soi parce qu'ils se disent « Ah, peut-être que je peux la réparer ou je peux la faire réparer ». Donc ils gardent. Puis des fois, tu as des habitations où ils ont 2 voire 3 vieilles machines parce qu'ils se disent « Non, on la garde parce que voilà, je peux peut-être récupérer une pièce par-ci par-là, je peux la faire réparer pour la donner à un ami ou pour la donner à de la famille. » Donc, et ce qui fait qu'on entasse. Et après, à un moment, nous, on a remarqué que lorsqu'ils ont besoin de place, en fait, certaines personnes sortent en fonction du besoin de place qu'ils ont. Quand ils disent « Ah oui, là, j'en ai trop, j'en enlève un. » Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se retrouve sur pas mal de choses. D'ailleurs, c'est une des réflexions qu'on a fait là par rapport au prochain Novembre Vert qu'on va organiser prochainement. C'est qu'on veut aller vers en fait un système de nettoyer chez eux, demander à la population de nettoyer d'abord chez soi pour enlever le maximum de choses chez soi, tout ce qu'ils n'ont plus d'utilité de pouvoir le sortir. Et en parallèle, on est en train aussi de voir la possibilité d'organiser peut-être aussi une genre de brocante, en fait, une genre de... On appelle ça là, de brocante. Oui, de dépôt-vente. Voilà, dépôt-vente, où ce qui est encore utilisable, on essaye de le vendre. Voilà, qu'on puisse le vendre, mais enlever ce qui ne l'est pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque quelque part d'information de la population? Est-ce que si on parlait davantage de déchets, de propreté, des conséquences pour le lagon, pour par exemple les tortues, je suis certaine que si plein de gens savaient que les sacs en plastique, quand on va au marché, qu'on abandonne parce qu'on a mangé les clémentines en marchant, quand on laisse le plastique, il va partir forcément dans le lagon et il peut tuer une tortue. Si on le savait, peut-être qu'on changerait nos attitudes.
Alors, assurément, mais ce que l'on constate aussi des VAM, c'est qu'on a l'impression d'être face à une population très hétérogène. En fait, on a vraiment des milieux différents et un rapport aux déchets qui est radicalement différent. On a effectivement une population relativement aisée et bien éduquée en matière de bons gestes en matière de déchets, qui joue le jeu et qui joue le jeu des bacs poubelles du CIDEVAM, des bornes tri, etc. Et en vérité, là-dessus, l'enjeu pour le CIDEVAM et ses partenaires, c'est d'être à la hauteur du service parce qu'on remarque aussi que parfois la borne tri qui déborde peut décourager en fait le geste et on peut aussi voir une population qui régresse et qui arrête. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, on a aussi une population qui a les moyens et qui peut effectivement s'intéresser, relativement bien éduquée sur tout ce qui concerne les enjeux du climat et de l'environnement et qui est totalement réceptif à ce message qui est préservons l'environnement, préservons la biodiversité, la faune, la flore, etc. Et qui font l'effort. Et on le voit effectivement de se doter en bac, etc. Et puis on a une population qui a d'autres priorités. D'autres priorités sans doute pour des considérations socio-économiques. En vérité, il faut trouver d'autres arguments. L'environnement ne suffit pas. On a des partenaires associatifs qui misent plutôt sur l'éducation à la santé humaine, à l'hygiène, etc., qui permet au contraire de focaliser peut-être cette priorité sur la santé des enfants et des parents, à défaut effectivement de porter plus l'attention sur l'environnement. Mais quand on voit aux premières pluies, et je prends l'exemple de Kaweni, Issad, aux premières pluies, à chaque début de saison des pluies, dès que là il y a la première forte intense qui arrive, vous êtes sur la nationale en bas, c'est des kilos et des kilos et des kilos et des kilos de déchets qui dévalent de la colline. Alors les services municipaux, les services techniques de la commune de Mamoudzou sont très actifs et passent des heures à tout ramasser pour que ça n'aille pas dans le lagon. Mais comment on explique ça? Parce que là, moi, je rejoins ce que dit Chanour, c'est pas les poubelles, là. Les trucs n'ont même pas été mis à la poubelle s'ils ravinent comme ça. En règle générale, ça c'est des choses qu'on a depuis des années et qu'à aujourd'hui on connaît la cause puisque c'est pas mal de terre mélangée à des déchets qui proviennent des hauteurs et qui descendent jusque donc au niveau du plat de Kaweni. Donc effectivement, nous on est conscient que c'est aussi pas mal à cause en fait des habitations donc qui sont faits dans les hauteurs au niveau des talus, qui fait qu'effectivement, il y a cette terre qui n'est plus fixée, en fait, vu qu'il y a donc ces habitations. Maintenant, au niveau de l'Académie, il y a même eu, parce qu'on sait que ceux qui habitent dans les hauteurs, donc ils viennent faire leurs courses en bas pour remonter et ramener donc leurs courses là-bas. Le souci, c'est qu'il n'y a pas un service de ramassage de déchets. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'en règle générale, lorsqu'on était allé faire un tour, parce qu'on a fait pas mal de tours sur les hauteurs, en fait, eux, ils laissent leurs déchets donc, dans les hauts. Et effectivement, dès qu'il y a une pluie, où il y a un truc, ça part. D'où l'initiation qu'on a fait de mettre en place aussi une collecte en hauteur dans les zones inaccessibles, comme qu'on appelle, qui a été mise en place par l'Académie, qui permet de prendre un prestataire pour aller nettoyer. C'est vrai que cette solution est assez contraignante puisque c'est des personnes qui montent parce qu'il n'y a aucun véhicule qui ne peut monter dans les hauteurs. Donc, bien sûr. Tout est fait à dos d'homme. Voilà, à dos d'homme, et ce qui fait qu'effectivement, ça prend du temps. Et effectivement, voilà, c'est hyper pénible. Qu'est-ce qu'on peut changer? Quels sont vos conseils à tous les trois? Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos attitudes quotidiennes pour faire un geste, pas 36, un seul, qui aura un impact fort pour qu'on ne retrouve pas les sacs en plastique dans le lagon, pour qu'on ne retrouve pas effectivement les restes cartonnés mélangés avec de la terre qui partent après dans les mangroves. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs de faire? Pour moi, c'est ce que je l'explique des fois aux plus jeunes, en leur disant qu'aujourd'hui, lorsque vous consommez quelque chose, il faut prendre dans l'idée que
dès que j'aurai consommé, ce qui va rester, c'est ne pas un déchet, mais c'est quelque chose qui peut être valorisé. C'est une matière première, donc il ne faut plus se dire que c'est un déchet, parce que dès lors qu'on se dit que c'est un déchet, ça n'a aucun intérêt. Oui, ça voilà, n'a ça n'a aucun intérêt. Mais il faut se dire que peut-être ce papier-là, il peut servir à faire quelque chose. Peut-être ce carton-là, il peut être... voilà, c'est pas un déchet, mais c'est une matière première, et qu'il faut plus se dire, il faut avoir cette mais il faut l'acheter correctement grandeur. alors. Voilà, et par rapport à ça, il faut me dire comment je peux faire pour pouvoir, pour pouvoir devenir une matière première. Et donc là, à partir de là... on jette intelligemment. Voilà, on jette intelligemment et se dire, peut-être que... On n'abandonne pas par terre les trucs. Il faut le mettre ailleurs. Janour, un conseil? Je rejoins Issad dans son conseil. Je dirais qu'il faudrait que toute personne se dise que chaque déchet doit se retrouver sur un contenant bien spécifique, ou à l'occurrence juste se poser la question, moi j'ai un déchet, où est-ce que je le jette? Pas juste mécaniquement le jeter n'importe où. Parce qu'en vérité, l'impact est lourd à la fois pour l'environnement, on l'a évoqué, ça peut effectivement contribuer à la pollution, à la dégradation de la mangrove par exemple, ou même étouffer une population animale marine. Mais derrière, c'est aussi coûteux pour le service public parce que, en vérité, on n'a pas forcément en régie, que ce soit à la mairie de Mamoudzou ou dans les autres mairies ou au CIDEVAM, les solutions pour aller récupérer ces déchets. Tout ce qui a été abandonné ici et là. Et ça nous coûte excessivement cher. Et le CIDEVAM, c'est quand même 100% de Mahorais en termes de fonctionnement. Donc c'est aussi les impôts. Aujourd'hui, on se plaint d'un impôt excessif. En vérité, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'impact de l'insalubrité et de l'incivilité sur dans les impôts. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez en ayant l'œil sur le lagon, évidemment? Dans les solutions, en effet, vous parliez de 36, moi je pense qu'il y en a peut-être plus 36 000, voire plus, donc c'est très difficile d'en choisir une. Mais je pense que si on remonte vraiment le problème à la racine, en effet, nous, au Parc naturel marin, là où on participe le plus, c'est à la sensibilisation. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas. Par contre, je pense qu'il y a une différence entre savoir et prendre conscience. Voilà, donc savoir et agir. Et nous, on essaye aussi de mobiliser la population, les citoyens, à agir. Et agir, là en l'occurrence, en effet, si on remonte le problème à la racine, ça va jusqu'à la consommation. Voilà, aujourd'hui, à chaque fois qu'on va demander un sac plastique, etc., ou qu'on nous propose, on est en droit de le refuser. Oui. Et de dire, non, j'ai mon sac qui est réutilisable ou autre. Voilà. Donc, déjà, avoir conscience de ça, avoir conscience aussi que souvent, on a un peu cette impression, alors on dit souvent la gestion des déchets, ça revient aux collectivités, mais dans collectivité, il y a collectif. Les collectivités, c'est avant tout le monde. Ouais. Donc, quelque part, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est face à toutes les menaces qui pèsent sur la biodiversité et sur nous, puisqu'on fait partie de la biodiversité. Voilà, on parle de réchauffement climatique, etc. J'ai quand même l'impression que la pollution, c'est quelque chose, si vraiment on prenait le problème, si tout le monde prenait le problème à bras-le-corps, qu'on pourrait résoudre, je dirais pas facilement, mais peut-être le moins difficilement que le reste. Mais il faut juste que tout le monde en ait bien conscience et penser que, avant tout, c'est ce qu'on consomme qui a un impact. Derrière, on peut réutiliser. On parlait tout à l'heure, réparer, réutiliser. On parlait des machines à laver, tout ce qui est aujourd'hui malheureusement considéré comme consommable. Et derrière, on a aussi le recyclage. Donc c'est important aussi de mettre dans les bons bacs, etc., pour recycler. Mais toujours avoir en tête que le recyclage n'est pas non plus une solution miracle. Comme les filets macro-déchets qui ont été installés par les collectivités avec l'appui du Parc naturel marin, ce n'est pas non plus la solution miracle. Le meilleur problème déchet, vient c'est d'en amont. celui qu'on ne produit pas, n'est-ce pas? Exactement. Ça sera le mot de la fin, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on se retrouve très rapidement dans Agir pour l'environnement et on continuera à se poser la question de comment protéger notre si jolie nature. À très vite.